Hi, Andy. Do you hear me clearly? Yes, I hear you. Great, thanks. Just going to check my microphone. Uh, Andy, I'm going to try another microphone. Yeah, Uh, it's working. okay, I'm going to try another one now. Okay. How about now? Is the sound the same? Yeah, it sounds bad. It's like there are too many noises around you. Right now? Now it's okay. Now it's okay. Now it's okay. All right. This Yes. is the one from this is the microphone on the webcam. Great. Okay. Thank you. Thank you. It's very strange to be talking to you this way when we're sitting in adjacent rooms. I know. And it's still possible that our colleagues from UN Habitat Kenya may join us, uh, in which case they'll probably present live. But let's wait and see. If not, we'll start with the group from the Academy of Sciences in China. Is Yerzy there, or is he out getting a cup of coffee? There's Hamid.
Hello, David. Hi, Jerzy. Nice to Okay, meet you so again. Nice to see you again. so the scenario, as I understood, is that you will open Okay. panel. Yep. And then I will present the first two speakers. Yes. I think the first speaker will not be here. Really? From UN Habitat Kenya. We've received no feedback from them. So, but do we have his presentation pre-recorded? No, they never sent a presentation. Yeah. So the first real speaker will be from China. Yes, yeah, which you will introduce. Okay. So I'll introduce myself very quickly and say a few words about the format. Mainly just to remind people that we'll be reserving the Q&A after the presentations. And then I'll introduce you and ask you to introduce the first speaker. How's that? Mm-hmm. And if anybody, Jerzy, if anybody tries to get away, you can use that Argentine bola on the wall behind you. Wait, but who will be a speaker from China? You know, Zhao. I think it's Zhao Bingyu. Zhao Bingyu. Yes. Okay, from the University of Chinese Academy of Science. Okay. So, okay, you will open. You will present the panel chairs. I mean, you and me, and I will present the first Zhao Bingyu, and I will give him floor. Okay. Is he or she? I don't know. Yeah, good question. Doesn't matter. Usually I was admiring the souvenirs on the wall behind you. Huh? Yeah, you've traveled the world. Yes, I next second week I am going to Colombia. It will be 102nd country which I will visit. Fantastic. What part of Colombia? Yeah, I'm going because there was prepared a conference about the geopolitics, but finally they changed for virtual. I don't like this, but I bought a ticket and I couldn't back this ticket to the office, and I bought the second ticket for my wife, and we are going for 2 weeks. Fantastic. And we will travel around the country, but I am a little afraid about the COVID because Colombia is one of the leader in the COVID. But during this period of COVID, we spend a lot of time in Kenya, in Portugal, and in Asia, and we are, my God, yes, without any problems. So I'm after vaccination second time, and so I hope. Colombia is a beautiful country. I traveled there with students many years ago. I'm also going. I'm going there in December. I'm going to Cartagena, and then Bogota, and to south. There is some river with different colors, something like this. I want to go there also. Wonderful. Cartagena is beautiful. Yeah. Bogota I haven't visited, but Cartagena is a very special city on the coast. Beautiful city. So it's some very interesting heritage quarters. There's a serious legacy of the Spanish occupation in the fortifications, which have been, I think, fairly well preserved. But the original city is quite remarkable. I'll send you a reference. One villa, which was open as a museum when I was there. I'll send you the name of it. It's worth a visit. Fine. I could have spent a whole week
exploring the one house. No, I have 3 days. Then I will go to the Sure. to the east, Yes. close to the coast to see Yes, some. yes. Sure. I'll send you the link. This is in Cartagena, so it's not a big city. Andy, how are we doing? Do we have 2 minutes to go? So yeah, I can present the program. Sure. So yeah, welcome to the panel. My name is Andy Garcia. I'm going to be the technical support. I'm going to help you to play the pre-recording. As today we have 2 pre-recordings, one from Zhao Bingyu, who is from University of Chinese Academy of Sciences, and the second one is Adiaratou Thiam from the Ministère des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Habitat au Mali. And we have one live presentation from Ben Mad Abdel Hamid. And I want to clarify for the live presentation, you have at least 10 to 12 minutes. So if you have question, there is a section that is here for it. Thank you so much. Thank you very much, Andy. So David, what do you think the discussion and the questions? How do you prefer? I think after the 3 speakers, but Yes, absolutely. I was going to make that, I agree, and I'll make that suggestion. I'll make that clear. And Andy, the limit for the presentations, is it 10 minutes or 12 minutes? For the pre-recordings, it's between 10 and 15 minutes. 10 And 15. for the live presentation, it's between 10 to 12 minutes. Okay. And after we have the discussion. Perfect, yes, that's the plan. Yes. Okay, shall we start? Is everybody ready? Andy, can I start now? Yes, you can. Okay, so I'll do that. Well, good afternoon, everyone. My name is David Kovo. I'm an architect and associate professor in the Peter Guohua Fu School of Architecture at McGill University. I'm also a member of the organizing committee of this conference, ICASU 4, and will be moderating this session with my colleague from the Polish Academy of Science, Jerzy Bański. As Andy just mentioned, we have 3 presentations this afternoon, 2 pre-recorded and 1 live. Please do not forget to mute your microphones so that we can avoid any distracting echoes. I'll say a quick word about the format. With just the 3 presentations, we'll have about 10 to 15 minutes each, and we're going to do our best to reserve as much time as possible for a lively Q&A following the presentations. Jerzy and I will introduce each of the speakers in turn. So having said that, what I would like to do now is ask Jerzy to introduce himself and then introduce the first speaker. Jerzy, the floor is yours. Thank you, David. I'm the geographer and human geographer, professor of Polish Academy of Science. And at present, my function is the director of the Institute of Geography and Spatial Organization in this academy. Okay, that's all about me. And I would like to introduce the first speaker because, as David said me before, that we have 1 speaker in the English language and 2 speakers will speak by French language. And first speaker is Zhao Bingyu, postgraduate student from the University of Chinese Academy of Science, Shenyang, China. And the topic of the presentation is urban complexity studies from the perspective of geography. So please, if this presentation is pre-recorded, we can start. Thank you. Can we start? Yeah. Hello everyone, my name is Zhao Bingyu.
and today I would like to share with you our studies, urban complexities studies from the perspective of geography. My report will be in the following 5 parts: personal introduction, research introduction, data and methods, results, discussion and conclusion. First of all, I would like to introduce myself. I became a master's student at the University of Chinese Academy of Science in 2019, majoring in ecology, and now I'm continuing my postgraduate life at the Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Science. My research interests are urban human land relations and sustainable urban development. Next, I will start to present my research results. City is a complex and open human land system, and there are many elements in the city, such as the imperial palace in Beijing and Bund in Shanghai. As urbanization and the internet continues to grow, cities become more complex as more and more elements continue to grow, and the cities exchanges become frequent. Geography is a discipline of understanding of interaction and profound changes of human activities and the Earth's surface elements, and the cities are the main positions of production and life. So geographers need to study it. In the past 2,000 years, the study of geographers has changed from describing a layout of the cities to the research on the overall planning of cities, and finally to the simulation of cities. In this progress, the understanding of urban complexity is deepened, and geographers think that urban system evolution is a special form mainly drawn by the interaction of elements, and the special form is overall elevation, structure and function section of a system. Of course, it can be represented as pattern complexity and so on. So we focused on research on urban complexity from the perspective of geography. In the last 20 years, the focus is on what are the main aspects of the research, what has been accomplished, and what is needed for future research. To address above problems, we analyzed geography journal-related articles in Thinkia and Web of Science, mainly by SAS-based software, statistic analysis and text analysis to guide elevation of concept and research progress and predict the development tendency. To address the above analysis, we found that the research mainly focused on 4 parts: urban special governments, urban economic activities,
urban habitat and urban facilities network, and urban habitat focus on environmental planning and management. Urban special governments focus on urban planning and management, and so on. Urban economic activities focus on supply chain and so on. And the urban facilities network focus on urban infrastructure system and so on. First, we can see the urban infrastructure. Urban infrastructure is an important support for urban development. And geographers mainly explores the spatial and temporal patterns, accessibility, supply and demand levels, and so on, to understanding the demand structure, spatial and temporal level of layout of infrastructure, and so as to form a balance between supply and demand. For example, we have studied the traffic accessibilities in Henan province, found that the central part of Henan province has the best traffic accessibility and decrease outward in a concentric circle shape. Next, we can see urban habitat. Urban habitat is the main body of residents' life divided in hard and soft environmental space. With urbanization and global warming, geographers has begun to focus on problems such as air quality and heat island effect in cities, providing advice on achieving urban ecological health by describing, assessing, and predicting environmental conditions and studying the impacts of natural and human elements. In addition, the net environment is the main urban soft environment. Is facing problems such as uncontrolled network operations and operations interact with real public operations. Geographers studies the complexities of network user structure and the spatial distribution of network operations will also to contribute to the construction of a healthy network environment. The third is urban economic activities. Urban economic activities as the main driver of urban development. Geographers has contributed to the study of sustainable urban economic by studying both enterprise innovation systems at the micro level and the industrial cluster and the supply chain at the micro level, as well as by exploring problems such as technology complexities, which is a hot topic today. The last is the urban spatial governance. Urban spatial governance is including governance environment, subjects, objects, and methods. With the development of city, the objects are diversified and complicated. Geographers with the
help of GIS to realize the circle attribute, space-time attribute, and so on to study the material special forms and elements and non-material space for perception and construction and so on, and make suggestions to understand the situation of the city and realize the construction of a smart city. After the above study, we believe that a quantitative description of the cities should be realized in the future, and our next step is also to study the urban complexity using human observation data and Earth observation data. And that's all. Thank you. Okay, thank you. We agreed with David that any questions and discussion will be after all presentation. So now I give the floor to David. He will introduce another speaker. Thank you, Jerzy. And Bengyu Shisheni, thank you very much. Merci beaucoup pour votre presentation. Thank you for your presentation. Our second pre-recorded presentation is from Adjaratu Thiam, who is, I'm going to present her in French because I believe, Adjaratu, you'll be presenting in, the pre-recording was in French, if I'm not mistaken. Adjaratu Thiam est présentement directrice de l'Observatoire national des villes avec le ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat dans la ville de Bamako, en Mali. I think the best way to translate that would be to present Adjaratu as the director of the National Observatory of Cities and the Minister of Financial Affairs and Urbanism and Habitat for Bamako in Mali. Andy, could you please activate the presentation? Thank you very much. And welcome, Adjaratu. Soyez le bienvenu. La bienvenue. Merci. Bonjour. Je suis Madame Maïga Adjaratu Thiam, directrice de l'Observatoire national des villes. Et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le projet de rénovation urbaine de Bamako. Andy, I'm not getting any sound at the moment. Le Mali, avec une super... Now you hear it? No. It's superficie de 1,241,238 km² et l'un des pays les plus vastes au sud du Sahara. Et il est à 60% désertique. Et donc, c'est les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, donc, qui sont concernées par cette zone. La population actuelle est d'environ 20 millions d'habitants, dont près de 4 millions de citadins. Et le pays est marqué par une croissance rapide. En effet, selon les projections, la population qui était de 26,7% en 1998 passera à 47,5% en 2024. La ville de Bamako, quant à elle, avait 130 000 habitants en 1960 lorsque le Mali prenait son indépendance.
et en 2017, la population a été estimée à 2 352 000 habitants. Donc, soit 12,45% de la population globale du Mali. Donc, selon les recensements de 2009, le Mali comptait 14 500 000 habitants. Et la densité de Bamako est de 6 780 habitants au kilomètre carré. Donc, ce rapport témoigne du grand déséquilibre qui existe entre Bamako et les autres agglomérations du Mali. Non seulement en termes de population, donc il y a une tendance à la mégapolisation au cours des dernières années, les 10 dernières années, mais également dans la prise en charge des questions spécifiques ou des spécialisations relevant des rôles que chacune des localités développe ou entend développer. Bamako est la principale ville du Mali et elle représente environ 34% du produit intérieur brut du Mali, tandis que les autres villes sont autour de 17%. Alors, pour faire face à l'urbanisation galopante de notre pays, les pouvoirs publics sont en parfaite adéquation avec l'objectif du développement durable 11 et le nouveau programme pour les villes. Donc, ainsi, de 1960 à nos jours, les enjeux multiples de l'urbanisation, notamment la croissance démographique, la mobilité urbaine, les transports, l'organisation des activités, l'assainissement, les pollutions, la lutte contre la dégradation de l'habitat. Et le gouvernement du Mali a adopté un certain nombre de documents politiques. Donc, la politique nationale de la décentralisation en 1996, la politique nationale de l'assainissement en 2009, la politique nationale de la ville, la politique nationale des transports et des infrastructures et du développement durable en 2015 et la politique nationale de l'aménagement du territoire en 2016. Alors, toutes ces politiques ont pour objectif commun de créer des conditions pour mieux maîtriser la croissance des villes, notamment en favorisant le processus de décentralisation, le développement du réseau des villes et l'amélioration de la gestion urbaine. Alors, concernant la problématique de la maîtrise de la croissance de la ville de Bamako, donc, qui constitue aujourd'hui un handicap majeur pour son développement durable. Donc, face à cette problématique, le gouvernement du Mali a, depuis 1981, élaboré le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui a été révisé en 1990 et en 1995. Et de nos jours, Bamako ne dispose plus de schéma directeur d'urbanisme en vigueur. La dernière révision approuvée en 1995 est arrivée à échéance depuis 2015. Donc, il faut rappeler que bien que représentant une partie importante de la richesse du pays, Bamako ne parvient pas à accroître sa compétitivité ni à garantir des services urbains à ses habitants. Donc, Bamako présente une forme urbaine très fragmentée.
Donc, comme vous le voyez sur cette figure de Bamako, ce qui a conduit à une expansion linéaire avec une forte concentration à l'extrême pointe de la péninsule. Cette fragmentation urbaine tend ainsi à limiter les opportunités d'interaction, ce qui accroît le coût de la fourniture d'infrastructures et de services urbains. La fragmentation urbaine impose également aux travailleurs et aux ménages des coûts élevés, des coûts de vie élevés. Donc, afin de résoudre vraiment cette problématique qui est l'urbanisation incontrôlée, la fragmentation de Bamako, avant l'élaboration du nouveau schéma directeur, le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de l'urbanisme, a mis en place le projet de rénovation urbaine. Donc, voici un peu le fleuve Niger, que je vous montre ici, et la rive droite, la rive gauche. Donc, la rive gauche est le centre des activités, puisque nous avons le marché. Le principal marché de Bamako s'y trouve, la cité administrative et le quartier ACI 2000, qui est le quartier, le centre des affaires aujourd'hui de Bamako. Donc, une autre illustration pour montrer un peu la fragmentation de Bamako. Ça, c'est le matin, la circulation du matin, où les véhicules se dirigent vers le centre-ville, donc qui est à ce niveau. Donc, ils sont sur le chemin du pont pour atteindre la rive gauche. Et l'après-midi, c'est le contraire. Si vous regardez bien, les véhicules qui passent pour aller vers la rive droite ne sont pas du tout nombreux. Donc, le projet a pour objectif global de rénover certains sites de l'État. Il s'agira spécifiquement de réduire, voire supprimer le dysfonctionnement urbain, d'inscrire les sites ciblés dans la dynamique de développement du Bamako. Alors, l'aménagement de ces sites permettra de densifier le centre, d'accroître l'attractivité, de faire de Bamako une vitrine de l'aménagement urbain, de devenir une destination privilégiée pour les affaires, le tourisme, les arts, la culture et les conférences internationales par l'amélioration de l'offre de biens et de services de qualité. Donc, voici le choix des sites. Nous avons tous ces sites sont choisis et c'est des sites qui appartiennent à l'État, donc et qui vont faire l'objet d'aménagement conformément au cahier de charges qui sera mis en place. Ça, c'est le premier site. Il existe un site qui est pratiquement le long du fleuve. Donc, il s'agit d'aménager les berges du fleuve et de rétrécir la servitude. Les études de faisabilité existent déjà, donc puisque les servitudes ont déjà fait l'objet d'occupations anarchiques, et il faut réduire la servitude pour que on puisse avoir accès au fleuve et vraiment d'avoir une belle vie. Donc, les étapes de la mise en œuvre sont l'identification des sites à aménager, l'organisation des consultations avec les parties prenantes, la localisation des occupants, élaboration des plans d'aménagement des sites, et réalisation des travaux de viabilisation, commercialisation des parcelles et la supervision du respect des cahiers de charges. Donc, voici quelques scénarios d'aménagement.
Donc, c'est pour ces aménagements seront faits pour améliorer la mobilité, pour rendre avoir des services de base et rapidement des images de Bamako. Je vous remercie de votre aimable attention. Eh bien, merci beaucoup, Adia Ratou. C'était très intéressant de voir une présentation sur une ville et un pays dont il y a peu de nous qui bénéficient d'une expérience directe avec cette partie du monde. Ça va être intéressant de voir ce que va passer dans la période des questions et réponses à la fin. Merci bien. On va procéder maintenant. Est-ce que j'entends un écho? Hamid, tu peux te silencer? Okay, merci beaucoup. On procède maintenant à notre troisième présentation, our third presentation, which will be presented by my colleague, member of the organizing committee of ICASO, Hamid Ben Hamada, who's a doctoral student at the University of Ottawa. His presentation is based on a paper co-authored with his supervisor, I think, Dr. Philippe Régnier, who is also participating in this panel. So I look forward to his comments on his students' work. Le titre de la présentation de David, au nom d'Hamid et son collègue Philippe Régnier, c'est le Canada, les marchés émergents, analyse du rôle de trois villes globales, porte d'entrée vers le continent africain, Johannesburg, Le Caire et Casablanca. Hamid, je vais silencier mon micro pour vous. Merci. Merci David. Chers collègues, je vous remercie d'être présent à cette session et je remercie également mon superviseur Philippe Régnier qui est présent parmi nous. Permettez-moi juste une seconde pour que je vous partage ma présentation PowerPoint qui est devant vous. Donc, comme David l'a bien en fait précisé, cette présentation porte sur le Canada et les marchés africains, fonction des villes globales africaines, un travail réalisé en collaboration avec l'encadrement de mon directeur de thèse, Philippe Régnier, professeur émérite à l'Université d'Ottawa. Comme vous le savez, admettons que vous êtes un investisseur qui souhaite explorer les opportunités d'affaires en Afrique, il existe une distance intitulée la distance multidimensionnelle qui sépare le Canada et l'Afrique. Bien qu'il soit extrêmement délicat en ces temps de parler de développement d'affaires, mais l'espoir et l'optimisme nous invitent à regarder vers l'avenir, car tôt ou tard, le Canada serait invité à s'intéresser davantage à l'Afrique, et ce pour trois raisons essentielles. Pour diversifier les partenaires économiques, pour rechercher de nouveaux marchés en plein essor économique, et pour atténuer cette dépendance qui existe vis-à-vis des marchés saturés de l'OCDE. Toutefois, pour que les marchés africains puissent devenir des relais de croissance, il est irréversiblement nécessaire d'agir sur cette distance multidimensionnelle, qui est à la fois géographique, parce que cette distance nous impose des coûts supplémentaires que nos concurrents européens, par exemple, n'ont pas à supporter en raison de la proximité dont ils bénéficient. La distance institutionnelle, qui se mesure, entre autres, selon le classement Doing Business, et qui laisse apparaître un écart important entre l'environnement des affaires en Afrique et l'environnement des affaires canadien. À preuve, le classement Doing Business de la Banque mondiale en 2020 permet de voir que l'Afrique enregistre l'un des scores Doing Business les plus bas, soit 51%, alors que le Canada est parmi les destinations les plus attractives avec un score estimé à 79%. À ces distances s'ajoute également la distance économique qui permet de constater que les marchés africains sont distincts des marchés classiques de l'OCDE. D'une part, les marchés business to consumer sont tirés davantage par la croissance démographique et non pas par la croissance des salaires. Donc, on se positionne sur des marchés de petits prix. Lorsqu'il s'agit des marchés business to business, ces marchés demeurent dominés par les entreprises micro-informelles
surtout que celle-ci génère en fait la moitié de la demande business à l'échelle continentale. Et finalement, il existe une distance institutionnelle qui se mesure par l'écart de valeur entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Et en principe, les liens sociaux informels conditionnent la réussite des relations d'affaires dans les milieux africains. C'est pour cette raison que cette recherche vise à explorer les fonctions économiques des villes africaines et comment ces villes pourraient nous aider à réduire ces distances dont je viens de parler et qui permet finalement de proposer une initiative pour le Canada, pour que le Canada puisse se positionner davantage sur le continent africain. Sans tarder plus que ça, rapidement, je passe en fait par un détour théorique qui me semble nécessaire, qui permet en fait d'avoir une idée, un aperçu sur les théories des villes globales. Et la littérature laisse apparaître trois grandes théories. La première définit les villes globales comme étant des centres de commandement qui exercent un pouvoir sur l'économie mondiale. Pourquoi? Parce qu'en réponse à la division internationale du travail, les entreprises multinationales ont tendance à garder leurs activités de direction, entre autres la recherche et développement, dans les villes centriques, c'est-à-dire dans le nord, de manière à être à proximité des organisations internationales, des institutions gouvernementales et surtout des bassins de ressources humaines hautement qualifiés, d'une part. Et d'autre part, répartir les activités d'exécution, comme par exemple le montage et l'assemblage dans les villes semi-périphériques et périphériques, dans le sud, qui offrent en fait des avantages principalement fiscaux et en matière de ressources humaines bon marché. La deuxième théorie en fait est proposée par Sassen, qui se questionne non pas sur le pouvoir de civil, mais plutôt sur la production des ressources nécessaires au fonctionnement des entreprises. En fait, Sassen constate que l'agglomération conduit à un phénomène contradictoire, qui est à la fois l'agglomération et la dispersion géographique. C'est-à-dire que, en raison de cette globalisation, on constate deux phénomènes essentiels. Il y a l'internationalisation des entreprises un peu partout dans le monde, mais également la valorisation des services d'affaires dont ces entreprises ont besoin, entre autres l'audit, comptabilité, banque assurance, conseil management, droit, etc. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont de plus en plus attirées vers des marchés déterritorialisés et distants, et ils ont souvent besoin de faire appel à des producteurs de services qui, eux, en fait, ont une expertise dans ces marchés pour les accompagner. Finalement, la dernière théorie définit les villes globales non pas en fonction de leur pouvoir ou des ressources qu'elles produisent, mais plutôt en fonction de la nature des flux qui les traversent en termes d'information. Donc, plus une ville est traversée par une masse de flux, plus celle-ci se globalise. Ensuite, il est également important de revenir brièvement sur les approches empiriques qui ont permis en fait aux chercheurs qui travaillent sur les villes globales de répondre à deux questions. En l'occurrence, existe-t-il une hiérarchie des villes globales qui peut être empiriquement mesurée, d'une part, et d'autre part, est-il possible d'évaluer la manière dont ces villes sont interconnectées? Et la littérature en fait empirique laisse apparaître deux approches essentielles, comme vous le voyez sur la figure dans la diapositive. On a l'approche axée sur les acteurs, qui suppose que les entreprises privées sont les responsables de la formation des rapports hiérarchiques et de réseau entre les villes. Et nous avons également l'approche axée sur les infrastructures, qui reconnaît la place centrale qu'occupent les dispositifs logistiques et informationnels dans la formation des villes globales. À ce stade, lorsqu'on parle en fait du cadre conceptuel sur lequel on s'est appuyé, on a tenté de combiner entre deux disciplines différentes. D'une part, les théories des villes globales et d'autre part, les théories de l'internationalisation, essentiellement en fait qui ont marqué le management international et la discipline du management international. Donc, la combinaison en fait de ces deux corpus théoriques nous ont permis d'identifier les fonctions des villes globales. Donc, il y a des fonctions milieu, on peut dire autrement institutionnelles, il y a des fonctions de commandement, il y a des fonctions de coordination, il y a des fonctions de commutation. Cette combinaison de ces deux corpus nous ont permis d'établir 4 hypothèses essentielles. La première, c'est que la ville globale est un écosystème institutionnel favorable à l'internationalisation qui permet de réduire la distance institutionnelle entre le marché d'origine, admettons le Canada, et puis le pays d'accueil ou le marché d'accueil qui est en Afrique. La deuxième hypothèse suppose que la ville globale est un territoire qui est riche en services d'accompagnement, dû essentiellement à cette agglomération des entreprises de services dans les villes globales. La troisième hypothèse
suppose que la ville globale est un territoire interconnecté avec d'autres territoires dans le monde grâce à ces entreprises de services qui ont des bureaux de représentation partout dans le monde et qui permettent de créer des liens entre ces villes. Et finalement, parce que ces villes globales bénéficient d'une attention particulière de la part des gouvernements, elles ont des infrastructures hautement sophistiquées et qui permettent en fait de rendre ces villes comme étant des hubs facilitant l'internationalisation vers les marchés distants. Un petit détour sur en fait les indicateurs que nous avons en fait choisis pour présenter les résultats qu'on souhaite vous partager, c'est que pour chaque fonction, on a estimé qu'il y a des indicateurs qui permettent de les évaluer. Par exemple, pour les fonctions de commandement, nous avons choisi l'indicateur Doing Business qui permet en fait d'évaluer les environnements de Doing Business en Afrique grâce au recours à la base de données de la Banque mondiale. Les fonctions de commandement peuvent être évaluées selon 3 indicateurs. En l'occurrence, le volume des investissements directs étrangers dans les villes africaines, le Business Command Index et puis le Financial Command Index, et puis nous sommes référés à l'ONU Habitat, puis aux travaux de Tyler. Puis les fonctions de coordination elles sont évaluées grâce au recours à l'indicateur Global Network Connectivities, et puis finalement les fonctions géographiques ou les fonctions de commutation sont évaluées grâce à cet indicateur en fait, qui est le réseau aérien international pour la couverture en fait, aérienne des aéroports des villes globales. Les premiers résultats, en fait, laissent apparaître que l'environnement Doing Business africain semble être un peu plus contraignant pour les entrepreneurs canadiens. Pourquoi? Parce qu'en 2020, l'Afrique occupe l'un des rangs Doing Business les plus bas, soit 140 rangs, et 4 indicateurs laissent apparaître un constat inquiétant qui sont en moins de 50%, à savoir le règlement de l'insolvabilité, la protection des investisseurs, l'obtention des prêts, l'accès au financement et l'exécution des contrats. Donc, on constate qu'on se positionne globalement dans un environnement des affaires qui est plus contraignant pour les entrepreneurs canadiens quand on le compare avec l'environnement des affaires de leur pays d'origine. Toutefois, il faut nuancer ce constat car il n'est pas suffisant de conclure à des généralisations qui peuvent paraître aussi simplistes, étant donné que quelques villes africaines semblent procurer de meilleures conditions de business quand on les compare avec d'autres villes. Par exemple, quand vous le constatez sur la figure, sur la diapositive, il y a des villes parmi lesquelles en fait, il y a Casablanca qui se positionne parmi les 5 premières villes les plus attractives en termes de doing business. Il y a Kigali, il y a Nairobi. Et ça permet en fait de voir que malgré le fait que l'Afrique obtienne un score doing business bas ou moyenne, mais on peut en fait nuancer ce constat et conclure qu'il y a des villes globales africaines qui parviennent à avoir des scores encourageants et qui peuvent par la suite devenir des portes d'entrée pour réduire la distance institutionnelle entre le Canada et l'Afrique. Lorsqu'il s'agit en fait d'évaluer les fonctions de commandement, on constate que, comme vous le voyez sur la carte à côté, que la plupart des investissements directs étrangers à destination d'Afrique s'agglomèrent dans 4 emplacements géographiques. Le premier, c'est le corridor de l'Atlas, qui part de Casablanca jusqu'au Caire, passant par Tanger, Alger et Tunis. Le deuxième, c'est le corridor du Golfe de Guinée, organisé autour d'Abidjan, et Lagos et Accra. Puis le troisième, c'est le corridor du lac Victoria. Finalement, le dernier corridor, il se positionne dans l'Afrique australe, dans la province de Gauteng, qui s'étend de l'agglomération de Johannesburg aux villes portuaires de Durban, Maputo et Richards Bay. Le graphique, en fait, à côté, laisse apparaître le fait que le Caire s'impose comme étant la première destination d'investissement étrangère en Afrique, selon le volume d'investissement reçu entre 2003 et 2016. On peut se poser la question, pourquoi le Caire? 3 réponses ont été en fait proposées par les travaux parcourus, entre autres la localisation géographique du Caire, qui est à l'intersection entre l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique, son environnement de business, et puis ses infrastructures logistiques. Ce qu'il faut également noter à partir de ce graphique, c'est que 40% des 20 premières destinations urbaines sont nord-africaines. Donc, on constate une domination des destinations nord-africaines, à savoir le Caire, Tanger, Casablanca, Alger, Rabat, Marrakech, Tunis et Oran en Algérie. Toutefois, bien que ce classement soit dominé par les villes nord-africaines, Johannesburg en fait s'impose comme la seconde destination ayant reçu le plus d'investissements sur la même période. Toutefois, il faut encore une fois de plus nuancer ce constat en se référant à l'évolution des investissements reçus. Et entre 2003 et 2016,
bien que la capitale économique marocaine, qui est Casablanca, arrive en 5e place, mais elle demeure l'une des rares destinations nord-africaines ayant connu une croissance positive. D'ailleurs, si Casablanca a vu ses entrées d'investissement direct augmenter de 9% entre 2003 et 2016, la capitale égyptienne a vu au contraire ses entrées d'investissement direct étrangers baisser de 1,25%. En fait, la plupart des destinations nord-africaines, comme vous le constatez dans le graphique en rouge, la plupart de ces destinations connaissent une croissance négative à cause principalement du printemps arabe et les conséquences économiques qui en découlent. Par contre, la plupart des destinations subsahariennes présentent une croissance positive sur la même période. Un tel constat est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de constater en fait l'évolution de ces investissements dans les métropoles qui sont en phase de rattrapage, telles que Accra, qui a réalisé en fait une croissance de plus de 34%, Abidjan, plus de 25%, Nairobi, plus de 25% également, et Lusaka, plus de 15%. En ce qui a trait aux fonctions de coordination, on constate que les villes africaines qui dominent le classement africain sont Johannesburg et le Caire, et puis on peut se référer également à Casablanca. Johannesburg est la ville africaine la plus connectée avec un indice qui est estimé à 0,43 sur 1. Une position d'ailleurs que Johannesburg doit son attraction à un grand nombre d'investissements étrangers. À preuve, 25% des investissements étrangers à destination d'Afrique se dirigent essentiellement vers Johannesburg en provenance d'un large éventail de pays, entre autres l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Japon, la France et la Chine. Plus précisément, 77% des entreprises étrangères qui sont établies à Johannesburg ont leurs sièges sociaux dans les pays avancés du G7. Par ailleurs, Johannesburg s'impose parmi les destinations qui attirent les investissements les plus variés. Donc, on constate également une variété d'investissements en termes de secteur d'activité. 17% des investissements sont dirigés vers les médias, 11% vers les services logiciels et informatiques, 11% vers les métaux, 8% vers la finance. Toutefois, on constate que Johannesburg subit des pressions concurrentielles de la part de ses consoeurs africaines, car manifestement, plus on se dirige vers les marchés nord-africains, plus la concurrence exercée par le Caire et Casablanca est acharnée. D'ailleurs, le Caire occupe la seconde place avec un indice estimé à 0,37 sur 1. Pourquoi? Parce que le Caire agglomère également un large éventail de secteurs d'activité, passant de la production manufacturière jusqu'à des secteurs de santé, d'éducation et du commerce. Plus précisément, en termes de chiffres, 47% des investisseurs qui sont présents au Caire opèrent dans les services commerciaux et financiers, 35% dans l'industrie, 9% dans l'énergie et 9% dans la technologie. On constate également que grâce à l'agglomération des entreprises de services, 70% des investissements étrangers à destination du marché égyptien sont concentrés au Caire, du fait qu'ils sont en train de chercher des services d'accompagnement qui sont agglomérés et polarisés essentiellement dans la capitale égyptienne. Par exemple, en 2010, 85% de la création de crédits bancaires est réalisée au Caire. Sans oublier également que le Caire propose un bassin de ressources humaines hautement qualifiées. En termes de chiffres, 24% de la population adulte qui habite au Caire possède un diplôme supérieur par rapport à une moyenne nationale de 14%. Lorsqu'il s'agit de discuter de Casablanca, Casablanca arrive en 4e place comme étant la ville la plus connectée en Afrique. Pourquoi? Parce que Casablanca propose une gamme de services d'affaires et de réseaux. Et d'ailleurs, selon le The Global Financial Center Index 2020, Casablanca est le premier centre financier africain. Et d'ailleurs, on constate également que le gouvernement marocain mobilise des investissements et des réformes considérables, en l'occurrence la création de Casablanca Finance City, qui est un partenariat public-privé dont la mission est d'accompagner les entrepreneurs et les étrangers qui veulent investir en Afrique. En quelques mots, 33 partenariats ont été signés à ce jour entre Casablanca Finance City, des partenaires africains et internationaux, dont 14 partenariats sont conclus avec des centres financiers internationaux. Géographiquement, il est également intéressant de constater que les villes africaines sont davantage connectées à l'Europe, alors qu'ils partagent peu de liens avec les villes globales asiatiques et nord-américaines.
Entre 2003 et 2016, l'Europe de l'Ouest est le premier investisseur continental en Afrique avec une part de 38%. Casablanca, d'ailleurs, est la première ville africaine qui est connectée à l'Europe du fait que celle-ci, en fait, se dote d'un positionnement géographique qui permet, en fait, à celle-ci d'être une porte d'entrée pour les investisseurs européens. Pour vous donner une idée, entre 1980 et 2012, 41% des investissements étrangers à destination du marché marocain proviennent de France. Cape Town est la deuxième ville la plus connectée à l'Europe en Afrique en raison de ses liens économiques essentiellement avec les Pays-Bas et en raison également à son réseau logistique qui relie l'Afrique du Sud avec l'ensemble de l'Afrique australe. Le Caire arrive en troisième place du fait qu'il partage autant de liens avec les investisseurs essentiellement britanniques qui ont investi, par exemple, l'équivalent de 47% des investissements qui se sont dirigés vers le Caire en 2016, suivis par les Belges et les Français qui ont investi respectivement 9% et 4%. Ce qui est intriguant et intéressant en même temps, c'est la situation ou la position de Johannesburg qui est davantage connectée aux villes sud-est asiatiques et non pas aux villes européennes, dû tout simplement à l'intérêt et à l'engouement des investisseurs chinois vers l'Afrique australe et essentiellement vers l'Afrique du Sud. Pour vous donner une idée sur la destination sectorielle des investissements chinois, 34% des investissements chinois sont dirigés vers la production industrielle, 17% vers les services commerciaux, 16% vers l'export et l'import, 11% vers le commerce. Donc, on constate qu'il y a une diversification d'investissement de la part des investisseurs chinois qui se positionnent à l'échelle de Johannesburg. Pour conclure cette présentation, il est intéressant de revenir très brièvement pour que je puisse respecter le temps qui m'est accordé sur les fonctions géographiques. Et puis là, je m'intéresse à la couverture aérienne des villes globales africaines. Rapidement, pour que je puisse respecter, comme je viens de dire, le temps qui m'a été accordé, je cite que Casablanca, en fait, possède l'aéroport le plus connecté avec les destinations africaines du fait que le gouvernement marocain a signé l'équivalent de 40 accords bilatéraux permettant de couvrir l'espace aérien des 5 régions africaines. Par exemple, en Égypte, l'aéroport du Caire est davantage connecté à des destinations à l'extérieur de l'Afrique qu'à l'intérieur de l'Afrique. En d'autres termes, de manière plus précise, 70% des 100 destinations que l'aéroport du Caire dessert sont situées en dehors de Casablanca. Pour conclure cette présentation, l'ensemble de ces données aujourd'hui nous permettent de penser, de proposer une initiative pour que le Canada et les entreprises canadiennes puissent se positionner de manière davantage compétitive sur l'ensemble du continent. Bien évidemment, je n'ai pas le temps d'aller au-delà de toutes les explications et des recommandations qu'on propose ici, mais je serais ravi qu'on puisse échanger davantage. Vos recommandations sont les bienvenues, mais également les questions pour qu'on puisse discuter davantage sur cette partie que je n'ai pas eu le temps de couvrir suffisamment. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mon collègue David. Merci bien, Hamid, et un grand merci de nous tous à chacun des présenteurs. Big thank you to all of the presenters from all of us present. We have lots of time, plenty of time for questions. Nous avons quelques temps pour des questions, pour une discussion, pour un dialogue sur aucun point qui a été soulevé dans les présentations. Est-ce qu'il y a quelque chose de quelqu'un dans l'audience ou un des autres panélistes? Malheureusement, je ne vois pas un représentant de l'équipe qui est responsable pour la première présentation de Job Being You. So, any questions from anyone in the audience? Hamid m'a rappelé aussi que nonobstant le fait qu'il l'a présenté en français, il est disponible à répondre aux questions en anglais aussi. I should have said that in English. Despite the fact that Hamid made his presentation in French, he's quite prepared to respond in English to any questions that any of you may have. So please don't be afraid to jump in.
Perhaps we can get the discussion going. I know, Jerzy, you said you had a comment, a general comment to make. Yeah. I would like to share an observation in the context of the first presentation by Zhao Binyu, which present how important are the urban studies in the perspective of geography. 2 months ago, I made a small investigation. I put the questions, what does contemporary human geographer do? And one of the detailed question was which sub-discipline of human geography are most widely represented. And I took to account, I have chosen 23 high-ranked universities in the world with the independent geography departments. As you know, mostly US and British universities. And I identified from each university 3 professors of human geography, so together was the 60 professors, and I analyzed the papers by them. Finally, I found in the 5 last years 300 papers, and I analyze which sub-discipline they are interested. And the results are very interesting, that the urban geography is the most important discipline now in the human geography. And also I analyze all the keywords which they propose in the papers. So I identified more than 1,300 keywords in the papers, and the most important was the urban. Urban took place first. The second was the politic geography, then land, social, regional, human development, health, migration, climate, culture, mobility. But the urban was the first and most important. So it was very interesting. And in the context of the first presentation, I can assume that this urban geography is the most important topic now in the human geography. Thank you. That's a very interesting observation, Jerzy. Can I ask a question about your data? Yeah. Yeah. In your list of how many keywords did you identify? Together, it was 1,321. 1321. And urban was the 60 and took the first place. Then was politic, land, social, regional, human, and so on, so on. Can yeah. I'm going to ask, perhaps naively, did design turn up at all on your list? Yeah. It's difficult to answer this question. Yeah, probably in connection with urban, I think in many in many instances. Yeah. No, very, very interesting. Any other questions from Hamid or from Adiaratu? What about Philippe? Any observations? Oui. General comments? Oh, Adiaratu, please. Oui. Oui, vous avez une question ou un commentaire? Ah non, je pensais que vous vouliez me poser une question. OK, je vais vous poser une question. Votre présentation m'a intéressé beaucoup. Je m'intéresse beaucoup dans les villes comme Bamako qui se penchent sur des grandes rivières. Ma ville, Montréal, est une île en fait. Et on est entouré par... arrière de moi, c'est un virtual background. Et on voit le fleuve Saint-Laurent. C'est une des rivières du monde, un des plus importants, surtout ici. Et c'est la ville principale. L'origine de la ville se trouve dans ce quartier, dans cette partie de la rivière ici.
la ville a commencé à se développer vers le parc de Montréal. Mais je me demandais, pendant votre présentation, le rôle des ponts. Et c'est intéressant que Hamid a aussi mentionné, il a discuté Caire dans un autre contexte. Et quand j'ai visité Caire il y a quelques ans, j'ai visité quelques fois pour des travaux chez des universités là-bas. Et c'est une ville, Caire, comme vous savez peut-être, avec toute une série de ponts qui connectent les deux côtés du Nil. Et on imagine normalement que ces ponts, ce sont des ponts pour des voitures. À Montréal, il y a 20 ou 22 ponts qui connectent l'île avec le reste du quartier. Et on imagine aussi des ponts comme Ponte Vecchio en Italie, où le pont n'est seulement inutile de connexion, mais aussi un lieu social, que ça fonctionne comme un lieu social ou un lieu pour le commerce. Et est-ce que dans les plans pour Bamako, est-ce qu'il y a une proposition pour repenser le rôle des ponts adressant l'enjeu de différents types de connexions entre les deux côtés, la rive gauche et la rive droite. Il faut activer le micro. Alors, okay. Vas-y. OK, d'accord. Merci. En réalité, actuellement, oui. Nous n'avons que 3 ponts. Il n'y a que 3 ponts qui traversent les 2 rives. Donc, c'est trop petit. Il y a un projet de 4e pont en gestation. Peut-être c'est d'ici 5 à 10 ans. Mais ça pose d'énormes problèmes. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus de schéma directeur d'urbanisme. Oui. Donc, le dernier qui a été fait, c'était en 1995 et il a pris fin en 2015. Le schéma a une durée de 20 ans. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de réfléchir sur le nouveau schéma directeur d'urbanisme. Effectivement, dans les autres schémas directeurs, il y a des positions qui ont été définies pour faire des ponts. Mais aujourd'hui, c'est au niveau de 4 ponts. Il n'y a pas encore d'extension. Donc, c'est les nouvelles réflexions qui sont là pour développer d'autres zones de ponts. Et comme je l'ai aussi dit dans mon intervention, il y a l'aménagement des berges. Donc, dans les aménagements des berges des 2 côtés, puisqu'il y a eu vraiment absolument. Donc, à ce niveau, il y a des projections de ponts qui sont faites. Mais au jour d'aujourd'hui, le nombre exact n'a pas été déterminé en fonction de la circulation, du flux de véhicules qui existent. Mais ce que nous essayons de développer au niveau de l'Observatoire national, c'est de voir le système de bateaux-bus, les petits bateaux-bus, pour pouvoir traverser le pont. Et c'est ce qui apparaît, peut-être ça a été un peu, l'image est passée un peu plus vite, mais c'est ce que nous voulons faire, et faire des bateaux-bus pour que les gens puissent traverser les 2 rives. Oui. Non, continuez. Non, oui, c'est bon. Donc, hier matin, dans un des keynotes, c'était un dialogue dans lequel j'étais un des modérateurs. Un de mes collègues a souligné la notion de temporalité dans la vie urbaine. Et il me semble que, et je me rappelle aussi l'expérience d'un des ponts qui traverse le Nil à Caire. Pendant la journée, il y a tellement beaucoup de trafic qu'on ne peut pas bouger.
ça fait quelquefois pour des heures, on reste sur le même endroit. Mais dans les soirs, il y a un dépôt, je me souviens pas le nom, mais un dépôt est complètement transformé par des villes qui habitent sur les deux côtés du Nil. Et dans les heures plus tranquilles du soir, c'est moins chaud. Et sur le pont, c'est beaucoup moins chaud que dans la ville. Et là, il reste seulement deux voies. Les deux côtés du pont sont complètement appropriés par des familles qui arrivent avec des chaises, des tables, des barbecues, des radios. C'est une fête chaque soir. Et on voit à 9 heures du matin, c'est un lieu de stationnement pour des voitures et des camions qui traversent la rivière. Mais dans le soir, vraiment, c'est une place. Incroyable. OK. Autre question. Merci, Adiaratou. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, absolument. Voilà, le tout premier point que nous avons, c'est que tellement qu'il y a du bouchon, le matin, ça devient un sens. C'est un sens. De l'après-midi, en fait, à des heures de truc, de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin. Donc, les gens quittent la rive droite pour venir vers la rive gauche. Et l'après-midi, c'est le contraire. Les gens quittent la rive gauche pour aller vers la rive droite pour le social. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a aussi une restriction en termes de mobilité, en termes d'infrastructures routières. Il y a vraiment de la pénurie. Les infrastructures routières sont insuffisantes. Merci. Autre commentaire, question? David, est-ce que je peux poser une question? Oui, absolument, Hamid, vas-y. Parfait. En fait, le but peut-être c'est de créer un lien entre ma présentation et tenter d'établir un lien avec la présence de Madame Thiam, parce que d'après les recherches de l'ONU Habitat sur les destinations d'investissement en Afrique, les villes qu'on peut dire enclavées, qui ne sont pas en fait, qui n'ont pas accès à l'océan ou à des rivières ou à des deltas, sont des villes qui ont plus de difficultés à attirer les investissements de par leur positionnement géographique. En tant que directrice d'Observatoire des villes, est-ce que dans les travaux et les recherches que vous faites, vous avez constaté une telle réalité, d'une part, puis d'autre part, si c'est vrai, est-ce que le gouvernement a des plans d'action ou des politiques pour rendre Bamako une ville attractive ou au moins la présenter comme une destination privilégiée d'investissement en Mali? Merci. Oui, en effet, il y a un grand problème au niveau du Mali, et au niveau du désenclavement et tout. Et actuellement, il y a, dans ma présentation, je l'ai fait ressortir, il y a une politique d'infrastructure et de désenclavement, la politique de la ville, donc qui sont vraiment des outils qui sont là pour que Bamako puisse devenir, Bamako et les autres villes secondaires puissent devenir vraiment des destinations de rêve, comme on peut le dire. Et au niveau de l'observatoire, nous sommes en train de mûrir aussi d'autres solutions et proposer des solutions. Et pour vous dire, l'observatoire du Mali n'a qu'une vie de 4 ans. 4 à 5 ans, nous avons commencé à fonctionner en 2017, mais nous avons poussé nos réflexions et il y a une insuffisance accrue au niveau des infrastructures de rail, par exemple. Donc, au niveau de nos villes, ça n'existe pas pratiquement. Il n'y a qu'une seule ligne de rail aujourd'hui entre le Mali et le Sénégal qui ne fonctionne même plus.
Donc, et nous, on est en train de proposer la régionalisation des rails pour vraiment décongestionner les routes, parce que tout ce qui se fait en termes de commercialisation, c'est les gros trucs qui font le transport. Nous sommes un pays désenclavé. Donc, pour joindre les différents ports, c'est avec les gros porteurs. Et c'est vraiment nuisible pour les infrastructures routières qui sont aussi insuffisantes. Donc, ça fait d'énormes problèmes. Et nous sommes en pleine réflexion pour faire des propositions à l'État dans ce sens. Merci, Diadatou. We have a very interesting question from Victoria Shore, which actually touches on an issue that I was going to bring up later. But this question is very well expressed. I'll read it. It's for Hamid. While your analysis is excellent and draws on many data sources, I am concerned by the results seeming to be biased toward a more colonial ranking of African cities. And here's the question: what role does Western bias play in your analysis, either in your own weighting or in the data that's available? Thank you, Victoria. Thank you, David. Thanks, Victoria, for your relevant question. Actually, the early research on global cities was limited to study and developed cities in the north. And with time, research has been completed in emerging and developing global cities. And to answer to your question precisely, I think the problem is about the command function and the coordination functions of global cities. Because according to the data and the available data I found, global cities or African global cities precisely are playing a crucial role in terms of coordinating exchanges, economic exchanges between Africa and the rest of the world. But maybe the colonial bias or the problem is the fact that any African cities is ranked among the most attractive cities in terms of the command index in the world. This ranking is dominated, unfortunately, by Western countries, according to many research. Is it an analysis bias or not? I think the way they try to rank global cities is based on the number of headquarters and multinational corporation headquarters. And the fact that African cities are attracting less multinational headquarters when we compare them with the developed global cities mean that those cities, I mean African cities, are not ranked according to this ranking of global cities and command business index and financial command index. I think we are at the beginning of completing this discipline and this field. And I think the one thing is very relevant is the fact that we argue that global cities and African global cities are playing more and more an important role in the economic system. So we cannot deny the fact that they are not important, but we have to keep research and working in this field, maybe to reflect a more realistic view about African global cities. But at this stage, when we are talking about the command functions, we don't have sufficient data to conclude that African global cities are playing an important role. But according to the coordination functions, yes, of course, they are playing a crucial role in terms of coordinating, as I said, economic exchanges between Africa and the rest of the world. I hope I answered to your questions. If not, I will be pleased to hear you and to hear your comments. Thanks, Hamid. Victoria, would you like to follow up? If you wish, you can activate your video and your microphone. No? I think we have about 5 minutes left. Okay. Thanks, Victoria. Okay, we'll have a technician over there as soon as possible, wherever you are. I have perhaps one last question, Jerzy, for you. I wanted to come back to the observation you made about Xiaobing Yu's presentation and the role of human geographers. In
more than one session in some of the dialogues and in several of the paper presentations, we talk a lot about the notion of city building. And what I'm wondering, Jerzy, if the human geographer, if the role of the human geographer, the knowledge that the human geographer brings to the table is becoming more important in the at a time when the notion of integrated building design, integrated city design is becoming more and more important. You know, we tend to think of architects and urban planners, urban designers, landscape architects, and is the role of the urban geographer becoming not only more important but essential in this mix? In other words, is the knowledge that we're seeing revealed in many of the presentations over the last couple of days, it occurs to me that it's critical in this conversation. But I'm interested in your perspective on this. You're muted. Yeah, I tell you true that I'm rural geographer, so I mostly study the rural territories, Yes, small towns. But I think that the geographers, I know that you are an architect, so your perspective is a little different. You are thinking about the houses, blocks, and the urban architecture. I think the geography looks more looks to the town, to the big towns, more by the eyes of the special organization. So the places for recreation, places for housing and others. So the perspective from geography is maybe more holistic if we are looking to the town, and that's all. I couldn't say more details, but for example, in my country, I see that geography is decreased in the global scale because we have a problem with the students at the universities. Nobody wants to study geography. They want to study special organization. They want to study regionalism and so on. So maybe in the British geography or USA universities, the geography is increased, but in Poland, I see the big problem with my discipline at now. But as I said earlier, in human geography, the urban geography is most important at now in my country and in the whole geography in the global scale. I think that's a great answer. For me, you know, I think all schools of architecture are slowly redefining themselves as schools of city building, and the scale of the city, I think, includes what you refer to as small towns. You know, I live in a small town which is on the edge of the St. Lawrence that you see behind me, but it's 30 kilometers actually it's in the other direction. And what I emphasize in my teaching, in my design teaching, is the notion of context. And I think what's happening, what's becoming more important to me, is the kind of context that geographers bring to the conversation. It's a notion that context is much more than the property line and the regulatory issues that we deal with, the buildings beside us or across the street. The context is sometimes intangible, can't be measured, but it can be identified. Can be identified, and I think it's very exciting, actually, the expansion or the notion that the knowledge that we need to bring to city building isn't confined to designers, and it's a conversation that involves many more actors. Yeah, I think we have to close now. We're 1 minute past our allotted time.
on behalf of all of us, I want to thank, first of all, Hamid and Bingyu and Adyaratu for your presentations and your thoughtful interventions in this Q&A. I also want to thank Jerzy on behalf of all of us and the audience, and especially Hao Tian Guan and Andy Garcia, a member of the technical support team, for all of the background work you've done to enable these meetings online. Jerzy, anything to add before we say do widzenia? Oh, very good, very good. Do widzenia. I worked for a Polish architect for 3 years. He was an architect and landscape architect. Yeah, yeah. And I think everything I do in my practice and teaching comes from him. I've seen that you spent few months in the eastern part of Europe, in Romania. Yes, I go there once or twice every year. Yeah. I'll stop in Warsaw next year. I'll visit. Oh, yes. And I'm waiting for the materials about the Cartagena. I will send you those tonight or tomorrow. Yeah, fine. Thank you. Okay. Thank you, everybody. Do widzenia. Bye-bye. Do widzenia. Bye-bye. Bonjour. Bye. Zaijian.